Donc on va aujourd'hui parler de la rhétorique utilisée par MJ Fermella pour se défendre des accusations d'agression sexuelle faites par une de ses ex. Donc là on va pas s'intéresser à si les accusations sont vraies ou pas, on n'a aucun moyen de le savoir, mais la manière avec laquelle l'agresseur présumé a souhaité se défendre. Bonjour tout le monde. Si vous lisez ceci, c'est que, et là il leak le nom de son ex, et plus tard il donnera aussi l'information de son nom de famille et d'autres informations sur elle, ce qui est absolument pathétique. Donc même si le type était innocent, il choisit pour se défendre d'une accusation d'agression sexuelle de donner les informations privées de la femme qui dit être sa victime. Donc là, on va la renommer Joséphine. Donc si vous lisez ceci, c'est que Joséphine, mon ex, a fini par balancer publiquement ses accusations d'agression sexuelle à mon égard. Oui, j'étais au courant de ce qu'elle m'accusait, et non, ce n'est pas une confession d'un truc que j'aurais fait réellement. Si je suis au courant, c'est parce qu'elle avait déposé avant ça une plainte contre moi, et que le commissariat m'a convoqué pour entendre ma version des faits. Du coup, ils m'ont expliqué tout ce dont elle m'accuse, et au vu des récents événements, je sentais venir qu'elle allait balancer ses diffamations publiquement. J'ai déjà vu avec mon avocat, et j'ai un dossier prêt pour défendre mon cas, en rendant son histoire publique. Elle m'a donné l'occasion de la poursuivre pour diffamation. Donc, au final, MJ Fermella nous explique que c'est pas plus mal qu'elle ait rendu l'histoire publique parce que ça lui donne à lui un angle d'attaque. Qu'est-ce qu'il essaie de prouver de cette manière-là? En fait, ce qu'il nous explique, c'est que si une victime parle, elle donne des armes à son agresseur. Un peu plus tard, il va parler d'Amber Heard. L'histoire est similaire, c'est-à-dire que un homme est condamné en Angleterre, si je ne me trompe pas, pour des cas de violence sur sa compagne. Sa compagne parle des violences qu'elle a subies de la part de son compagnon. Et ça permet au type de faire un second procès aux États-Unis, cette fois-ci, largement médiatisé, contrairement à celui qui a eu lieu en Angleterre, en utilisant le fait que sa victime ait osé parler des agressions qu'elle a subies pour pouvoir la poursuivre en diffamation. Et MJ Fermella va utiliser cette histoire un peu plus tard dans son récit, quelques lignes plus bas. Donc, elle m'a donné l'occasion de la poursuivre pour diffamation. La plainte a été envoyée, mais reste le tribunal public. Nombreux d'entre vous l'ont probablement cru, voire se sont posés des questions par rapport à ce qu'elle affirme, et je ne vous en veux pas. En même temps, tu n'as pas la possibilité de nous en vouloir, d'écouter la parole d'une femme qui dit être victime d'agression sexuelle. J'ai toujours dit que dans ce genre d'affaires, c'était rare d'avoir des fausses accusations, car la victime n'a rien à gagner à balancer son histoire publiquement, ou même à porter plainte. Et dans une société qui blâme les victimes à dénoncer leurs agresseurs, même quand l'accusation est vraie, c'est normal de la croire. Je ne vous en veux pas, j'en veux à ceux qui profitent de la situation pour me détruire. Alors, tu nous en veux pas d'écouter la victime, mais t'en veux à ceux qui écoutent cette victime qui lui donne la parole. Dans l'ensemble, ce genre de situation est plus dû à comment ces affaires sont délaissées par la société quand on n'incite pas carrément à humilier les personnes qui parlent. Oui, ce que va faire MJ Fermilla dans l'ensemble de sa vidéo, c'est essayer d'humilier. On va voir qu'il va nous raconter des histoires qui n'ont absolument rien à voir avec la potentielle agression sexuelle. Et il va chercher par tous les moyens à humilier cette femme-là, à les fouiller dans leur passé pour trouver des choses qui nous laisseraient entendre que c'est pas une bonne personne. Et donc du coup, par une espèce de causalité étrange, qu'elle n'aurait pas subi ce qu'elle dit avoir subi au niveau des agressions sexuelles. Donc ce genre de situation est plus dû à comment ces affaires sont délaissées par notre société quand on n'incite pas carrément à humilier les personnes qui parlent, forçant donc les féministes à privilégier les témoignages des victimes qu'aux féministes ou le mouvement MeToo ou balance ton youtubeur. Bon, la phrase ne veut rien dire, mais apparemment il essaye de dire que les féministes ont tendance à écouter les victimes à cause du traitement que la société fait de ces victimes-là, mais si la société traitait correctement les victimes d'agressions sexuelles et de viols, les féministes continuerait à les écouter, je comprends pas le sens de la phrase. Mais surtout, j'en veux à elle, que j'ai autrefois aimé et entièrement fait confiance, qui a souvent dit m'aimer et m'a fait confiance, qui m'avait guidée dans les différents enjeux sociaux de la cause féministe. Donc, parce que tu étais en couple avec cette femme, qu'elle t'aimait, que tu l'aimais, alors elle ne doit pas dénoncer ce qui n'allait pas dans votre relation. Elle doit pas parler de ce qui lui est arrivé un soir pendant que tu pensais qu'elle dormait. Ça là, on est à deux doigts du chantage émotionnel. Et ensuite, il essaye, première tentative d'humiliation de sa longue lettre. Donc il dit qu'elle critiquait des témoins qu'elle considérait comme mensongères, comme Amber Heard ou Nathan Archist, leur reprochant de vouloir se faire remarquer ou de faire du mal à une cause et en profitant pour leur vengeance personnelle, qui maintenant se rabaisse à un acte aussi cruel et gratuit, qui représente tout ce qu'elle a toujours critiqué. Ok. En fait, on est dans une société où les femmes, par conditionnement patriarcal, font du pick me. C'est-à-dire qu'elles essaient de se faire bien voir des hommes, et de par là s'épargner leur violence, en se présentant comme étant de leur côté. Dénoncer les femmes qui se battent pour leurs droits, c'est une bonne manière de tenter d'avoir des faveurs de la part des hommes, ce qui en réalité n'aura pas lieu. C'est-à-dire que ces femmes-là n'ont aucun avantage, aucun privilège à rabaisser d'autres femmes
pour elle se faire bien voir, si tant est bien sûr que c'est vrai. Hein. Si là on part du principe que ce que dit MJ Fermella est vrai et que cette femme-là aurait rabaissé Amber Heard et Nathan Archist. Je connais pas Nathan Archist, hein, je connais juste l'affaire Amber Heard. On a une explication de ses comportements dans le livre Femmes de droite de Andrea Dworkin, où elle explique la raison pour laquelle des femmes vont avoir des comportements qui vont être à l'opposé de leur intérêt, notamment descendre des victimes de violences conjugales. On a une similitude en dehors du fait que l'un ait été abusé par l'autre et que l'autre essaye d'humilier la première. On a une autre similitude entre Amber Heard, Johnny Depp et MJ Fermella et Joséphine. C'est la différence d'âge. Alors la différence n'est pas aussi énorme dans le second cas que dans le premier, mais on se retrouve avec une femme qui est beaucoup plus jeune que l'homme, et ça a pour conséquence un avantage pour le type qui est la facilité de contrôler et de façonner à sa manière sa compagne. Alors je suis pas en train de dire que l'ensemble des jeunes femmes est manipulable, mais je dis qu'on a beaucoup plus de probabilité de pouvoir réussir à manipuler une femme lorsqu'elle est beaucoup plus jeune que nous, surtout si on est un XY. Et donc là, on a une très jeune femme, elle doit être là dans son début de vingtaine et au moment où elle a rencontré MJ Fermella, si je ne me trompe pas, elle avait 19 ans, qui est en couple avec un homme beaucoup plus âgé et qui va avoir tendance à défendre la catégorie sociale à laquelle appartient son compagnon, peut-être en ayant des propos contre Amber Heard, afin de ne pas être elle-même mise dans la même catégorie que des femmes qui mentiraient sur les abus qu'elles ont pu subir dans le cadre de leur couple. Et surtout, j'ai pitié d'elle, elle qui croyait convaincre de ses accusations, alors que j'ai gardé avec moi toutes les preuves de ces mensonges dont je vais vous faire part dans ce document. Alors en réalité, dans son document, MJ Fermella va nous donner des éléments qui n'ont aucun rapport avec ce que nous dit Joséphine dans la dénonciation de l'agression sexuelle qu'elle a subie. Tout ce qu'il va nous dire, déjà, non, ça ne s'appelle pas des preuves, mais en plus, ça n'a absolument rien à voir avec le schmilblick. Tout en confiance ces témoignages à des antiféministes qui ont pu critiquer MeToo et les causes dont elle essaye de profiter maintenant. Alors, effectivement, elle a parlé à des types qui critiquent les victimes de violences sexuelles régulièrement, qui ont des propos ignobles sur les femmes. Mais enfin, est-ce qu'elle avait le choix? Parce que j'ai vu des soi-disant pro-féministes répondre à cette affaire-là, en expliquant, et d'ailleurs leurs propos ont été diffusés par les mêmes individus, hein, notamment par Piodélique, où on entend un type qui dit, qui humilie cette jeune femme en disant à quel point elle est ridicule, à quel point tout ça c'est une histoire d'amour qui a mal tourné. C'est au final exactement les mêmes propos que certains mecs de droite ont tenus, notamment pour l'affaire Le Bouzeux. Mais si les mecs de gauche, ou se disant de gauche, et se disant pro-féministes, vont aller défendre MJ et tenir ce genre de propos, et effectivement, quel choix là Joséphine pour parler publiquement de cette affaire? Elle doit se tourner vers les personnes qui sont avides de drama, et donc vers du Piodélique. Moi je veux pas lui jeter la pierre pour ça. Hein. Et le fait qu'elle aille parler à ces personnes-là ne signifie en aucun cas qu'elle n'est pas victime de ce qu'elle prétend avoir subi. Évidemment, je ne peux prouver que je n'ai pas agressé sexuellement Joséphine. Bah oui. Tout comme elle ne peut pas le prouver. Bah ok. Par contre, je peux prouver que le reste de son histoire est fausse. Pour rappel, Joséphine me reproche de m'être frottée nue contre elle au lit, pour juste après me demander ce que je faisais, ce à quoi j'aurais soi-disant répondu « je pensais que tu dormais », et de m'avoir quitté à cause de cette histoire délirante. Alors, pourquoi est-ce que l'histoire est délirante? Lorsqu'une personne est prise la main dans le sac en train de faire quelque chose qui est répréhensible moralement, juridiquement, parfois il y a cette réaction-là que d'essayer de gazlighter l'autre en essayant de lui faire croire à quel point c'est ridicule ce qu'il est en train de dire, mais de manière vraiment beaucoup trop extrême par rapport à la réelle probabilité que la situation se soit passée. Et là, il nous dit que c'est une histoire délirante, qu'un homme puisse s'être frotté nu contre sa partenaire au lit, pour ensuite répondre, une fois pris la main dans le sac, « Ah, je pensais que tu dormais ». Moi, ça m'a l'air très banal, ce récit d'agression sexuelle. Un type qui profite de l'inconscience d'une femme pour se toucher sur elle, pour l'agresser sexuellement, et qui, une fois chopé, dit « Ah merde, je pensais que tu dormais ». Ça m'a l'air au contraire tout à fait crédible. Donc ensuite, il reprend la liste de ce qu'elle lui reproche. Refuser de supprimer mes créations vidéo en ligne où elle apparaît, avoir ouvert son courrier sans son autorisation, avoir retourné ses amis contre elle en montant indifféremment, chercher à forcer de revenir auprès de moi en lui envoyant des mails, lui avoir dicté qui elle devait fréquenter et quel créateur elle devait regarder. Tout cela est faux et pour bien le comprendre, je me dois de préciser des détails sur ma vie privée. Alors en réalité, il va préciser des détails sur sa vie privée à elle, et ces détails ne vont en aucun cas être nécessaires à la compréhension de la situation et ne vont absolument pas servir de preuve. Moi et Joséphine étions en couple de juillet 2017 à juillet 2019. Elle a vécu avec moi dans une colocation comprenant 3 autres connaissances pendant 11 mois avant de nous quitter. Nous nous sommes connus via Facebook et avons commencé à bien s'entendre, en contre-argumentant contre des trolls OSEF. Le début de notre relation est né d'une haine mutuelle.
Si à l'époque ça me faisait rire, je me rends compte que ça représente une partie de la toxicité de notre histoire aujourd'hui. On s'était rencontrés IRL à la Japan Expo, on s'entendait hyper bien, discutait un peu de tout. On allait voir une présentation des films FMA, mais à aucun de ces moments je n'osais croire que j'avais une chance avec elle. J'ai toujours été défaitiste sur mes chances de séduction, déjà que je suis le premier à dire que je suis loin d'être un beau gosse. J'ai aussi toujours eu plus de facilité à être amie avec une femme qu'à la séduire, et en général je déteste la drague, que j'ai souvent vue comme une gêne pour les personnes visées. Bah oui, effectivement. Donc quand je suis amoureux d'une femme, je le garde pour moi, il est très rare que j'arrive à me trouver quelqu'un. Ok, MJ nous explique être timide en amour, cool story. Pour dire que quand une discussion SMS durant cette Japan Expo, Joséphine me demande si j'étais amoureux de quelqu'un, j'ai évité de l'embêter avec mes sentiments pour elle pour lui parler d'une autre femme dont j'étais amoureux, il y a quelques années, mais avec qui il ne s'est rien passé. Ça a mis Jeanne dans une tristesse au point qu'elle me parlait d'envie de mourir à cause de ses souffrances et ses déceptions en amour. Une discussion douloureuse qui a fini par la mener à révéler ses sentiments pour moi, pour qu'ensuite je lui partage les miens et que tout se calme et que s'officialise ma première relation à long terme. Si ça ressemble à un début chaotique et inquiétant pour une relation amoureuse, c'est juste parce que ça l'est. Alors quelque chose qu'il oublie de mentionner dans ce début chaotique, c'est qu'on parle d'une femme de 19 ans. Donc c'est une femme qui sort à peine de l'adolescence. Ce truc-là, si jamais ça s'est passé comme ça, si elle lui a vraiment fait du chantage au suicide, ou si vraiment elle a exprimé son mal-être de manière aussi extravagante que ça, si on peut dire, enfin voilà, aussi forte que ça, on parle d'une femme qui sort à peine de l'adolescence et qui, du coup, a des comportements encore d'adolescent. Ça ne justifierait pas des menaces au suicide que pourraient faire des individus de 19 ans. Hein. C'est juste que là, on parle d'un homme de 30 ans qui se met avec une femme de 19 ans et qui va avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Donc le cul de la crémière, il l'a. Hein. Il va sortir avec une femme de 19 ans et donc pouvoir avoir l'avantage que ça lui prodigue de pouvoir la manipuler, la façonner de la manière dont il le souhaite. Un accès au corps d'une femme de 19 ans dans une société où plus on est jeune en tant que femme et plus on est sexualisé. Hein. À partir de 11, 12, 13 ans, hein, on va être sexualisé dans la rue. On va subir beaucoup moins de harcèlement de rue. En fait, dès qu'on est une femme adulte et qu'on renvoie une aura adulte, entre guillemets, c'est-à-dire que plus on a de confiance en soi dans la rue, plus on a l'air d'être une personne mature et responsable, et moins on va se faire emmerder. Et c'est quand même dramatique. Non pas parce qu'on souhaiterait continuer à se faire emmerder, mais parce qu'on souhaiterait que jamais ça ne débute, et surtout que ce phénomène-là, ça nous informe sur pas mal de choses de notre société, que ça soit des adolescentes et des très jeunes femmes qui soient le plus des proies des hommes de l'âge de Michael ou plus âgés. Donc là, effectivement, écoute, tu décides de te mettre en couple avec une très jeune femme qui a un comportement d'adolescente. Notre couple avait des bons moments, mais aussi des mauvais, où nous nous disputions pour des choses idiotes. Notamment sur la fainéantise de cette dernière. Ça, il va en parler plusieurs fois dans son Google Drive, là. De sa fainéantise. En fait, si tu es avec quelqu'un que tu méprises, et notamment parce que tu la considères comme fainéante, quitte-la. Mais ne va pas reprocher à une personne de ne pas se comporter comme toi tu souhaiterais qu'elle se comporte. Je parlais tout à l'heure du fait que, de par son très jeune âge, elle était modulable, manipulable, qu'elle pouvait être transformée selon les avis de l'homme. Là, on est dans le cas. Le mec la trouve fainéante et va se permettre de se disputer avec elle là-dessus, puisque c'est vraiment le mot de dispute qu'il associe à sa fainéantise. Ça va pas être de la discussion, ça va pas être une manière de se motiver, de se tirer par le haut. Hein. Quand on est dans un couple, normalement, on essaie de tirer l'autre vers le haut. Là, non, il va se disputer avec elle parce que son comportement ne reflète pas ce que lui aimerait. Elle ne faisait aucun effort pour améliorer sa situation sociale, comme trouver un travail et avoir une meilleure tenue dans la colocation. Ou encore sa colère à la fois explosive et intériorisée. Parmi les nombreux exemples, il y a à la fois où j'étais invitée à une séance exclusive pour le film Ça, qui devait être suivie d'un vlog dans les plus brefs délais. Bref, besoin pour le travail. Joséphine m'en a voulu profondément d'avoir vu ce film sans elle, au point qu'elle me rappelait régulièrement qu'elle m'en voulait toujours, et qu'elle a même mis du temps avant de le voir de son côté à cause de cette histoire. Tout ça pour un film tiré d'un livre qu'elle trouvait nul, d'un auteur surestimé. Ok, pourquoi tu nous racontes ça? Donc, elle lui a reproché d'être allée voir un film sans elle, et ça a un intérêt pour l'histoire qu'il essaye de nous raconter. Pourquoi? À quel moment? Il y a aussi son obsession inquiétante pour la femme dont je lui avais parlé ce soir-là. Une femme pour qui je n'avais plus de sentiments et dont je n'avais jamais tenté de mettre avec elle ou quoi. Elle regardait régulièrement son Instagram, n'arrêtait pas de l'insulter, et l'a même engueulée en message privé pour m'avoir fait du mal sans le savoir. Ouais, c'est pas bien ça. Au point que la femme en question a voulu calmer le jeu en proposant de boire un verre, tous les trois, soirée qui s'est bien passée sur le moment malgré le contexte inconfortable, mais qui n'a fait qu'intérioriser son inquiétante obsession car elle continuait, après, à l'insulter en vérifiant son Instagram. Ou encore la fois où elle a semé la zanie dans ma famille au point que j'étais en froid avec eux pendant presque un an, parce que avait mis mon nom de famille dans son pseudo Instagram. Alors, tu t'es disputé avec ta famille pendant un an parce que ta compagne a mis ton nom de famille dans son pseudo Instagram.
Là, le souci, il est peut-être pas à chercher du côté de Joséphine, hein. Il est peut-être à chercher du côté de ta famille, parce que si ta famille t'embrouille parce que ta compagne a mis ton nom dans son Instagram, au point de ne plus te parler pendant un an, là on n'a pas les détails, les tenants, les aboutissants, mais je vois pas en quoi c'est de sa responsabilité à elle. Elle se comportait comme si elle était déjà chez elle, notamment avec une phrase qui avait gêné les parents: tu peux rentrer, moi je reste ici. Bon, on sait pas si cette phrase était sous le coup de l'humour, ou si c'était réel, enfin, ou si la personne était sérieuse, si Joséphine était sérieuse, mais là, bah, pareil, qu'est-ce que ça vient faire dans ce Google Drive? Tu lui expliques calmement que socialement, c'est pas comme ça qu'on se comporte, qu'on peut pas s'inviter chez les gens, que ça représente du travail pour les personnes qui l'accueillent et qu'elles n'ont pas forcément envie de devoir avoir sa présence seule pendant un moment. Mais là, on n'a pas les détails. Ça se trouve, ce qu'elle voulait dire, imaginons qu'elle soit sérieuse et qu'elle ait vraiment dit ça, peut-être qu'elle l'entendait: écoute, moi je reste en Corse, mais pas forcément chez ses parents. Peut-être qu'elle voulait se louer un Airbnb et rester une semaine de plus sur place. On sait pas là ce que signifie cette phrase. Même dans sa famille, il semblait y avoir des troubles, car une dispute avec l'une de ses sœurs l'avait pratiquement rendue SDF, au point qu'elle a dû s'incruster sans prévenir notre coloc. Donc, là, ce qui sous-entend, c'est que ce serait de la faute de Joséphine s'il y a de la zizanie dans sa famille à elle. Bah, pourquoi en fait? Pourquoi ce serait de sa faute à elle? Surtout si au final ça la fait devenir SDF. C'est quand même, ça me montre quelque chose d'assez étonnant de mettre une très jeune adulte à la porte. Là encore une fois, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Mais tu es en couple avec une personne, cette personne se retrouve SDF, et d'autant plus, même si moi personnellement je me retrouverais pas dans le cas de Michael à être en couple avec une femme de 19 ans, mais imaginons que ma compagne, d'un âge convenable lui permettant d'avoir un appart, des revenus, ce qui n'est pas le cas à 19 ans, se retrouve à la rue parce que pour une raison ou une autre, bah, bien évidemment que tu l'accueilles en fait. Sinon, encore une fois, si tu méprises cette personne, faut pas être en couple avec. Mais d'autant plus si toi t'es un type de 30 ans et que t'es en couple avec une femme de 19 ans et qu'elle se retrouve à la rue, bah, bien évidemment que tu l'héberges. Mais le fait de l'héberger, c'est pas elle qui profite, qui exploite son petit ami, c'est elle qui se retrouve encore plus dépendante de lui, encore plus sous son joug. La meuf se retrouve à vivre 24 heures sur 24 avec un homme qui a 10 ans de plus qu'elle. Je crois un peu moins, je crois qu'il a 7-8 ans de plus qu'elle, mais bon, voilà, un nombre d'années non négligeable de plus, surtout dans un âge où lui, il a une stabilité économique et un apprentissage de la vie bien plus grand qu'une très jeune femme qui est à peine majeure. Donc là, c'est pas elle qui abuse, en fait, quand elle vient habiter chez lui. Un peu plus tard, il va dire qu'il lui payait ses loyers. Je sais pas s'il parlait au sein de la coloc ou en dehors de la coloc, mais si il nous parle de sa part dans la colocation, c'est normal en fait, ta compagne elle n'a pas choisi le lieu de la colocation, elle n'a pas été présente dans le bail, elle n'a pas visité l'appart avant de signer avec vous, bah c'est normal que tu l'invites en fait. Même financièrement, elle était sans un sou, son compte régulièrement bloqué car à découvert et sans plafond. Et quand après quelques mois et un déménagement, nous avons fini par l'accepter dans notre colocation à condition qu'elle y ait un rôle à jouer dans le groupe, à savoir s'occuper des animaux des colocs quand ces derniers sont absents, bah non, désolé, mais bien sûr que tu peux rendre service à tes colocs et t'occuper de leurs animaux, mais c'est en aucun cas une obligation. C'est un service que tu leur rends. Sinon, il y a un truc qui s'appelle les pet-sitters. Et si vous adoptez un animal, vous êtes garant de la sécurité de cet animal-là, de son confort. Et bien sûr que si vous vous absentez, soit vous allez demander à un proche de s'en occuper, et la personne doit ne pas se sentir obligée de garder l'animal. Déjà, doit se sentir capable de le faire, premièrement, et accepter de vous rendre ce service. C'est un service que vous lui rendez. Et moi, quand c'est le cas, quand c'est un de mes proches qui s'occupe de mes animaux, je le dédommage de la même somme que j'aurais mis dans un pet-sitter. Moi, je vais lui acheter des jeux vidéo, des jeux de Switch à hauteur de la somme que j'aurais dû dépenser si j'avais dû engager quelqu'un. Parce que là, c'est un énorme service que vous rend la personne qui s'occupe de votre animal, parce que non seulement elle fait les soins dont a besoin votre animal, mais en plus, c'est une personne de confiance qui le fait. C'est pas un inconnu qui vient dans votre appart s'occuper, c'est une personne dont vous savez qu'elle a les intérêts de votre animal à cœur. Donc c'est un service qui est vraiment énorme et qui a de la valeur, qui a une valeur très importante. Donc là, je suis pas du tout d'accord avec Michael quand il dit que la raison pour laquelle tu acceptes d'intégrer une jeune femme de 19 ans dans ta colocation, c'est pour la transformer en Cendrillon et qu'elle s'occupe de manière obligatoire, de manière comme condition de son acceptation dans la colocation, de s'occuper des animaux des autres lorsqu'ils sont absents. Bah non, là, aucun rapport. Payer son loyer, je viens de le dire, je suis pas d'accord non plus. C'est Michael qui a choisi d'habiter avec ces personnes-là, qui a choisi le lieu de la location, qui a visité l'appart avant de signer le bail. Je suis pas persuadée que la nana devrait payer sa part du loyer. En tout cas, pour les mêmes raisons que celles que je viens de vous évoquer. Si vous allez habiter chez une personne qui est propriétaire de son appartement, il est hors de question que vous lui versiez un loyer. Cette femme-là, elle choisit pas d'habiter avec Michael parce qu'elle a choisi la colocation, elle a choisi sa localisation, le nombre de pièces, l'agencement, le quartier, etc. Elle a choisi d'habiter dans cet appartement-là parce qu'il y a son mec dans cet appartement-là.
Donc à partir de là, est-ce que c'est pertinent que ça soit elle qui paye la part du loyer? C'est à discuter. Bon après, eux, ils l'ont mis dans les conditions pour qu'elle arrive, dans la coloc, qu'elle paye son loyer. Sa nourriture, et c'est Aîné, un produit dégueulasse qui devait servir pour ses cheveux mais qui a surtout bouché la tuyauterie de la colocation. Bon là, on parlait de diffamation, là on y est bien. Hein. Un peu plus tard, il va dire que c'est pour ça qu'elle est dans la merde financière, c'est le Aîné. Le Aîné, ça coûte rien. Et non, ça ne bouge pas les tuyauteries de la colocation. Peut-être que les autres colocataires n'entretenaient pas non plus la tuyauterie, ne retiraient pas les cheveux qui s'étaient accumulés, les poils des animaux, etc. Et que du coup, le Aîné venait se colmater par-dessus tout ça. Mais le Aîné, non, n'a pas comme conséquence à lui tout seul de boucher les tuyauteries d'une colocation. Je me souviens d'ailleurs de la fois où, paniquée par la situation financière dans laquelle elle était, je lui ai confié mes doutes et mes peurs en pleurant. Ce à quoi elle a répondu froidement, déjà par un arrête avec ses larmes de crocodile, et ensuite en m'ordonnant de lui faire confiance, une confiance aveugle, au point de me demander de m'agenouiller et de lui promettre obéissance totale, d'être son esclave. Que tu souhaites parler à ta compagne parce que tu es inquiet de la situation financière dans laquelle elle se trouve, c'est légitime. Que tu te mettes à pleurer en discutant parce que tu maîtrises pas tes larmes, y a pas de souci. Mais du coup, c'est pas étonnant qu'effectivement la personne te demande de lui faire confiance, te dise, bon, un peu violent le arrête avec tes larmes de crocodile, mais en tout cas, que la personne exprime son refus que tu ne t'immisces dans ses dépenses, c'est légitime. Et le coup de l'agenouillement, il va en parler pas mal de fois après. Oui, je comprends que tu puisses ne pas apprécier que quelqu'un te demande, si c'est ce qui s'est passé, de s'agenouiller et de te prêter allégeance. Bah à ce moment-là, il faut quitter la personne. Soit la quitter, soit remettre très clairement les choses d'équerre, voir si c'était de l'humour ou pas, parce que je vois assez mal cette situation se produire de manière sérieuse, mais si ça s'est produit de manière sérieuse, si elle voulait vraiment qu'il s'agenouille, qu'il lui prête allégeance, bah à ce moment-là, effectivement, quitter la personne ou avoir une discussion avec elle, mais il est plus choqué. Il nous disait au début de son texte qu'elle ne pouvait pas prouver ce qui s'était passé et que lui non plus. Bah là, on est pour une situation beaucoup moins grave qu'une agression sexuelle, dans le même cas. Tu peux pas prouver que ça s'est passé, elle peut pas prouver que ça s'est pas passé. Et pourtant, il va en parler à de maintes reprises, alors qu'au final, il a juste à ne pas le faire, à lui exprimer son malaise face à ce qu'elle lui a demandé de faire, et le cas, si c'est nécessaire, à la quitter. Alors, dans la détresse, j'ai failli accepter, mais je l'ai finalement insulté et crié dessus. Eh bah super. Donc attends, il y a une nana qui te demande de t'agenouiller, effectivement, c'est pas bien. Moi, je trouve pas ça très sain. Et ta réaction, c'est de l'insulter et de lui crier dessus, mais c'est 100 fois pire en fait. Là, entre une femme de 19 ans qui demande à un mec de s'agenouiller et un mec de 30 ans qui l'insulte et lui crie dessus pour lui avoir demandé de s'agenouiller, mais on n'est pas du tout dans le même cas de figure là. C'est bien plus grave. Et il se tire une balle dans le pied en nous racontant ça. C'est bien plus grave ce que lui a fait que ce qu'elle lui avait fait juste avant. Donc voilà, il a failli la quitter à ce moment-là, mais finalement il est revenu avec elle. Bon bah ok. Joséphine était quelqu'un de très toxique, faisant peser comme une menace sur ma personne si jamais je la quittais, m'engueulant même durant mes lives. Alors là, on sait pas quelle menace elle faisait peser sur lui si jamais il la quittait. L'engueuler durant ses lives, il parle d'un live sur Kingdom Hearts, faudrait voir le contexte, mais s'énerver car il osait lui dire qu'elle ne pouvait pas avoir toujours raison. Peut-être qu'elle s'énervait parce qu'il la gaslightait pour la 100e fois d'affilée. Ça, j'ai pas le contexte, mais j'y crois moyen. Ensuite, il nous raconte une anecdote sur la pièce d'identité, et ça lui permet de s'en servir à demi-mot, parce qu'elle lui a reproché de ne pas lui avoir rendu sa pièce d'identité. Et du coup, ce que lui va mettre en place comme narration, c'est que c'était une femme tête en l'air, qui perdait souvent ses affaires non seulement et sa carte d'identité, et qu'elle l'a déjà engueulé lui, à cause du fait d'avoir elle perdu sa carte d'identité, et que lui l'ait retrouvée pour elle. Et donc là, il nous écrit la narration, quand ensuite elle l'accuse de ne pas lui avoir rendu sa carte au moment où ils sont séparés, et bien ça nous met le doute. On se dit, ah mais si ça se trouve elle l'avait encore perdue dans sa poche, elle n'avait pas vérifié, et puis elle dit qu'il l'a gardée, mais en fait non. Parce que c'est quand même grave de ne pas rendre une carte d'identité à quelqu'un après la rupture, et surtout à une femme. Hein. C'est ce que font les proxénètes avec les femmes qu'ils exploitent sexuellement, de conserver leur papier d'identité pour qu'elles ne puissent plus faire de démarches administratives. Donc voilà, là il nous explique qu'elle a perdu sa carte d'identité, qu'elle en avait besoin, qu'elle était paniquée de ne pas la retrouver, et qu'elle lui a crié dessus. Bah, elle était sous une énorme pression. Elle a besoin de sa carte, elle la retrouvait pas. Après oui, tu dois pas crier sur la personne en face, tu dois pas l'insulter, effectivement.
Donc c'est devenu sujet à moquerie, donc bon bah voilà, là il confirme l'hostilité des colocataires envers Joséphine, il confirme que ceux-ci n'hésitaient pas euh, à, à l'humilier, en tout cas voilà, il y a plusieurs fois où il va dire que tel ou tel événement était sujet à moquerie de la part des autres colocataires. Et là il va nous écrire une autre narration, il dit en gros je suis restée aussi longtemps avec elle parce que je pensais qu'elle pouvait changer. Et ça c'est souvent ce qui se passe dans le cas de femmes victimes de violences au sein de leur couple. Elles expliquent qu'elles voulaient changer l'homme, sauf qu'on est dans le cas d'une société qui explique aux femmes qu'elles doivent prendre soin des hommes, qui nous met dans une situation de care, et donc nous, conditionnés socialement de cette manière-là, on a tendance à rester avec des mecs violents en pensant pouvoir les changer. Michael, il n'a pas été sociabilisé comme ça. Il essaye de nous faire croire, il essaye de faire basculer un peu les féministes et l'opinion de son côté, en disant non mais c'est moi la victime dans l'histoire, je croyais qu'elle pouvait changer, et donc je suis restée avec elle pour ça. Il nous raconte une histoire ensuite, je me mettais vraiment en cadre pour elle, au point que je payais sans compter tous les Uber Eats qu'elle exigeait. Bon bah t'es en couple avec une meuf et tu lui payes 2-3 Uber Eats. Bon bah c'est la vie Coco, hein, effectivement. Et je lui apportais les lasagnes congelées qu'elle me demandait. Cette histoire de lasagne congelée va revenir aussi plusieurs fois. Bah écoute, si elle t'a demandé dans la relation 2-3 fois de lui ramener des lasagnes, bah effectivement tu peux lui rendre ce service, tu peux lui ramener des lasagnes, surtout si à côté de ça, tu exiges d'elle qu'elle s'occupe des animaux des autres pendant leur absence. Euh, Et si c'est trop pour toi, si ça arrive 2 fois par semaine et que t'en as marre, bah tu peux parler avec ta compagne et lui dire que par contre les lasagnes congelées, bah, elle les emmène le matin dans son sac, mais que tu peux pas te permettre de lui apporter à chaque fois. Là, c'est un non-sujet pour moi cette histoire de lasagne. Ensuite, avant de passer à la suite, j'en profite pour parler de la création de vidéos avec elle. On n'a signé aucun contrat car elle me faisait confiance là-dessus étant son petit ami. Certaines de ses interventions étaient d'ailleurs inspirées par ce qu'elle m'apprenait sur les sujets LGBT, féministes, ou encore le film Bienvenue chez les Ch'tis. Son discours dans la vidéo dédiée à ce dernier est totalement sa part, elle ne jouait pas un personnage que j'écrivais, c'était sa contribution, et elle m'avait expliqué avant que je décide de faire cette vidéo. Et ce qu'elle m'avait expliqué avant que je décide de faire cette vidéo. Aussi en termes d'intimité, nos relations sexuelles étaient saines, disons-le, vanille, toujours dans le respect de l'autre. Parfois je m'excusais quand je lui faisais mal par accident, mais encore heureux. Encore heureuse. Pourquoi tu nous dis que lorsque tu fais mal par accident à ta compagne pendant le sexe, tu t'excuses? Bah, mais... parce que là, tu penses être au-dessus du lot en faisant ça, comment ça se passe? Bien sûr que si tu fais mal à ta partenaire, tu t'excuses. Ensuite, je sais pas pourquoi il nous explique que ces relations sexuelles sont vanille. Vanille, nouveau terme inventé pour parler des relations qui ne sont pas sous le sceau des violences sexuelles déguisées en relations sexuelles que sont par exemple le BDSM. Donc en fait, tu nous expliques que tu avais des relations sexuelles qui étaient normales, qui n'étaient pas dans la violence, encore heureuse, dans le respect de l'autre, mais c'est la base. Et que si elle demandait de s'arrêter en plein milieu, je m'arrêtais sans opposition. Donc effectivement, le bouseux pourrait en prendre de la graine, mais pour toutes les autres personnes un peu saines d'esprit, c'est tout à fait logique que tu t'arrêtes quand ta partenaire te demande de t'arrêter. Elle t'a pas reproché ça en fait. À aucun moment, Joséphine n'a dit qu'il lui faisait mal de manière volontaire, qu'il l'humiliait pendant les relations sexuelles, ou qu'il continuait quand elle demandait à ce qu'il s'arrête. Alors là, après, on parle du détail. Je lui faisais souvent des cunnilingus, tant je priorisais son plaisir au mien. Mais mon gars, c'est-à-dire que dans un texte où il se défend d'avoir commis des agressions sexuelles, il nous explique non, mais attends, c'est faux, d'ailleurs, je lui faisais des cunis. Là, on va être sur tout un côté de justification autour de cette agression présumée, où il va nous expliquer, avec une défense, vraiment à la ça peut pas être moi qui ai détourné du pognon, d'ailleurs je suis allergique à la crevette. Il explique que, enfin, en sous-jacent là, il ne peut pas avoir commis l'agression sexuelle dont il a été accusé parce que il lui faisait souvent des cunnilingus, tellement il priorisait son plaisir par rapport au sien. Je sais pas ce qu'on doit faire avec cette information, parce que c'est aussi dans ton intérêt de lui prodiguer cet acte-là. Ça va te permettre plus facilement après de pouvoir accéder à ton plaisir à toi, hein. Faut pas déconner. Mais même s'il lui faisait plaisir sans, par la suite, attendre retour sur investissement, ce dont je crois moyen, en quoi est-ce que ça nous donnerait une information sur sa culpabilité ou pas dans l'agression sexuelle? Donc il explique ensuite qu'un jour où il n'avait plus de moyens de contraception, elle l'avait supplié d'avoir des rapports sexuels quand même, et qu'il a dû lui dire non, par peur que l'un des deux chope une maladie. Que l'un des deux ne chope une maladie. Donc soit là, il essaye de nous dire que les deux étaient dans un couple ouvert, que potentiellement il y avait d'autres protagonistes dans leur relation sexuelle, et que donc une relation non protégée pouvait résulter dans une transmission de maladie. Soit il est un peu plus glauque que ça, et en fait il nous explique qu'il l'accuse, elle, d'être infidèle. Mais bon, bah, elle voulait avoir une relation et tu lui as dit non.
Ok, cool story. Pourquoi est-ce que tu nous expliques qu'elle t'a supplié d'avoir des rapports avec elle alors que vous aviez plus de capote, quoi. Ensuite, il nous commence une phrase par loin de moi l'idée de faire du kink shaming, mais c'est ce qu'il va faire. Alors c'est pas du kink shaming, ce qu'il va faire, c'est juste de la misogynie, hein, de base. C'est-à-dire que là, il va essayer de dépeindre un portrait de Joséphine comme étant une personne avec une petite morale, une petite vertu, et que donc ce n'est pas possible qu'il l'ait agressée sexuellement, hein. Donc c'était celle qui expérimentait le plus sexuellement. Donc tu es avec une femme qui est au tout début de sa vie sexuelle, une femme qui a 19 ans, et tu t'étonnes, ou en tout cas tu veux nous souligner, nous faire remarquer que c'est elle qui expérimentait le plus. Bah ouais, parce qu'en fait elle a rien vécu. Et ça nous renseigne absolument pas sur quoi que ce soit dans cette histoire. Joséphine était celle qui expérimentait le plus sexuellement, ayant parlé avec fierté de ses expériences dans le shibari, étant épanouie dans l'exercice de photos nues, dont je l'accompagnais dans certaines séances professionnelles, en toute confiance, car je n'ai jamais eu de problème de jalousie, je privilégiais toujours son bonheur. Alors, là on est sur la même logique que pour le cuni et voilà, et le fait de se retirer quand la femme dit non. Bah encore heureux que tu ne l'emmerdes pas sur les hobbies qu'elle pouvait avoir, sachant qu'en plus, il ne le souligne pas, mais là on n'est pas sur quelque chose de neutre qu'elle fait librement. On est encore sur du hobby dans lequel se retrouvent prises de très jeunes femmes, parce qu'on leur explique que leur valeur passe par leur baisabilité, et donc du coup elles se retrouvent à faire des photos de nus. On a des collectifs comme par exemple les Guerilla Girls qui ont montré que dans le monde de l'art, dans les musées, on avait plus de 90% des personnages nus représentés dans les photos, les peintures, etc., qui étaient des femmes. Et inversement, pour les personnes qui étaient les auteurs de ces photos ou de ces peintures. C'était en grande majorité des hommes. Donc des hommes qui se font une notoriété et de la tunasse sur le corps de femmes, et des femmes qui se retrouvent sexualisées et qui pensent être dans une démarche libre lorsqu'elles le font. Pareil pour le shibari. Le shibari vise à entraver les femmes avec un but sexuel derrière. Et là, il nous explique que Joséphine est fière de ses expériences dans le shibari, bah ouais, parce qu'elle est conditionnée par le patriarcat, qui lui explique que c'est tout à fait sain et normal de se faire entraver avec une logique pseudo-artistique derrière, dans le cadre d'expériences sexuelles. Alors on va peut-être marquer que non, c'est pas forcément sexuel, que c'est beau, c'est là pour la beauté de l'art. Tout à fait. Écoutez, je ne connais pas un art qui consiste à entraver des hommes comme ça, à les humilier, à les faire souffrir. Nous, on s'amuse à revendiquer le terme misandre lorsque celui-ci nous est collé par insulte. N'empêche que vous ne trouverez pas une féministe misandre qui va s'amuser à... Enfin, en tout cas, pas un mouvement, parce que oui, des individus qui pensent être en pouvoir lorsqu'elles demandent de l'argent pour humilier des mecs, ça existe. N'empêche que c'est toujours l'homme qui est à l'origine de cette demande et qui fait en sorte de faire faire à une femme ce que lui souhaite en réalité. Donc c'est toujours lui qui a l'initiative de ces actes humiliants. Même dans le cas où ce serait une femme qui exercerait de la domination dans le cadre sexuel sur un type. On n'a pas un hobby comme ça où on va harnacher des mecs, les entraver et les torturer. Donc il nous explique qu'il n'est pas jaloux et qu'il privilégie son bonheur, bah encore heureuse. En 2019, nous avons décidé de ne plus avoir de rapport sexuel après que son moyen de contraception soit arrivé à expiration, en attendant qu'elle s'en fasse mettre un nouveau. C'en était un point où elle refusait aussi que je lui fasse un câlin chaste. Bah ouais, en fait, elle a droit de ne pas vouloir que tu lui fasses un câlin chaste. Tu as le droit, toi, de ne pas t'épanouir dans cette situation-là et donc de rompre avec la personne. Si vous n'êtes pas au même niveau de besoin dans la relation, moi, je vais pas faire partie des personnes qui s'offusquent qu'on puisse quitter son ou sa partenaire si au niveau de l'attente sexuelle ou émotionnelle, on n'est pas au même niveau. Au contraire, mieux vaut ne pas avoir cette espèce de rancœur que Michael met dans l'ensemble de son propos là, et quitter la personne si on voit que les attentes ne sont plus au même niveau. Et donc effectivement, sa compagne, tu comprends bien que l'excuse de la contraception n'était pas la vraie raison de son non-consentement, qu'elle était juste pas consentante. Et donc tu lui fais pas de câlin chaste et tu lui fais pas de caresse légère sur une partie non intime si elle ne le souhaite pas. Donc elle ne voulait pas une caresse sur les parties intimes ou même un baiser, prétextant que ça pourrait lui réveiller des désirs qu'elle ne contrôlerait pas si jamais je le faisais. Moi aussi je trouvais ça bizarre. Donc là en fait volontairement il nous écrit une phrase visant à faire en sorte qu'on trouve cette femme étrange, bizarre, et donc que ça annihile l'ensemble de son témoignage. C'est d'ailleurs pour ça que son accusation d'agression sexuelle dans cette partie de notre vie commune me semble si étrange. Aucun rapport entre le paragraphe d'avant et celui-ci. Là, la causalité que croit nous faire voir Michael n'existe pas.
C'était elle qui avait le plus d'envie soudaine. Ouais, ok. Tu peux avoir plus de libido, plus d'envie que la personne d'en face et quand même être agressé sexuellement ou violé par cette personne, hein. Alors là, ça n'a aucun rapport, son truc. Je ne faisais jamais rien sans son consentement, encore heureuse. C'était elle qui avait le plus d'appétit sexuel, ouais, on s'en fout. Et on s'était totalement mis d'accord de ne plus coucher ensemble dans cette période-là, d'autant plus durant l'été où la chaleur est insupportable pour nous deux. J'étais même content quand dans cette période elle décida de dormir dans le salon plutôt que dans notre chambre, parce que ça faisait une source de chaleur en moins dans la chambre et je pouvais travailler plus tard sans la déranger dans son sommeil. Bon là voilà, on sera pas, je pense qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais moi dans mon point de vue, si la personne commence à aller dormir ailleurs, c'est pas bon signe, mais c'est totalement logique avec ce que tu nous racontais plus haut. Ça rentre pas en contradiction. C'est-à-dire que là tu nous expliques qu'il y a un moment où elle dormait sur le canapé, donc ça invalide le fait que tu aurais pu l'agresser sexuellement. Bah non. Le jour où tu l'as agressé sexuellement, dans son récit, vous étiez dans le même lit, c'est tout. Maintenant, on en vient à la raison de notre rupture, et cette raison n'a rien à voir avec une agression sexuelle, mon hygiène, ou même que j'étais trop social justice warrior. Mais elle est aussi tellement mondaine et stupide que je ne peux pas l'avoir inventée. Pour commencer, sans prétention, c'est moi qui ai rompu avec elle. J'étais déjà celui de nous deux qui était le plus proche de rompre à cause de l'histoire de l'agenouillement, parce qu'en réalité, Joséphine ne pouvait pas se permettre de rompre avec moi car elle s'était rendue financièrement dépendante des autres. Ah bah oui, mais du coup c'est étonnant que tu n'en parles qu'au moment de la potentielle rupture, ça, du fait qu'une gamine de 19 ans était financièrement dépendante de toi. Parce que c'est pour ça en fait que les hommes sortent avec des femmes beaucoup plus jeunes. Ils peuvent les façonner, et ils peuvent plus facilement les garder sous leur emprise. On a un type de 30 ans qui gagne sa vie, et une gamine de 19 ans qui n'a pas d'argent. Bah effectivement, ce statut de dépendance, je le nie pas. Et c'est même un problème, c'est même une circonstance aggravante dans ton histoire là. Me quitter, ça aurait été se retrouver sans domicile. Eh bah c'est bien le problème. Comme expliqué, Joséphine ne supporte pas la critique, encore moins qu'on lui dise de changer ses mauvaises habitudes, à un point où ça en était maladif. Alors moi, ce que j'interprète de cette phrase, c'est Joséphine ne supporte pas que je m'immisce dans sa vie privée et que je me permette d'être paternaliste avec elle et de lui imposer mon point de vue sur sa vie. Elle justifiait toujours ses mauvaises habitudes par des « je suis comme ça, tu m'acceptes comme ça ou tu te casses ». Et bah fallait la prendre au mot. Effectivement, tu peux discuter avec ta compagne, ton compagnon sur un comportement qui te convient pas. Et si la personne te dit bah écoute non, ça sera pas possible, eh bien tu as la possibilité de faire le choix de quitter cette personne. Tout à l'heure, Mickaël nous disait ouais j'avais le syndrome de l'infirmière, je voulais la changer, etc. En essayant de singer ce discours sur des discours féministes de femmes qui se retrouvent dans des relations d'abus, d'emprise, dans lesquelles elles pensaient pouvoir changer leur homme. Là, en l'occurrence, contrairement à ces hommes violents, Joséphine semble pas lui avoir dit oui, oui, je vais changer mon amour, je suis désolée de t'avoir frappé, ça ne se reproduira plus. Non, la nana lui dit il y a des trucs que t'aimes pas chez moi, tu les acceptes ou tu te casses. Ça me semble totalement logique, faire. Malgré toute mon empathie et compassion pour le vécu qu'elle me racontait, quand elle balançait ça, parce qu'un coloc a fait remarquer qu'elle laissait traîner ses affaires dans le salon, ça devenait abusé. Une fois, elle a entendu au loin une de mes colocs faire cette remarque, et elle fut tellement, tellement enragée et frustrée par une simple remarque entendue au loin, qu'elle est sortie immédiatement de la maison pour se balader une heure dehors sans prévenir, et sans fermer la porte. On l'a vu un peu plus tôt, à travers différents exemples qui viennent de l'écriture même de Mickaël, que cette nana était harcelée par les autres membres de la coloc. Quelle que soit la légitimité des reproches qu'ils avaient à lui faire, on peut comprendre que ça soit extrêmement lourd à encaisser au quotidien, d'avoir des critiques sur l'ensemble de ses faits et gestes, et on peut comprendre qu'elle ait envie de prendre l'air. Et je vois pas en quoi le fait de sortir prendre l'air lorsque tu as du mal à contrôler tes émotions soit utilisé par Mickaël contre Joséphine. Bon, après, il parle du fait que elle a oublié de fermer la porte, ou elle a mal refermé la porte, ou la porte s'est réouverte et les animaux ont été mis en danger, et bah c'est un accident. À part si vraiment on part dans l'hypothèse coûteuse qu'elle a volontairement voulu mettre le chien en danger en faisant ça, mais ça ressemble plutôt à un accident qui effectivement, si le chien était sous ma responsabilité, m'aurait particulièrement énervé, mais un accident quand même. Je lui ai envoyé des tas de messages lui demandant où elle était pour savoir ce qui se passait, et quand elle m'a enfin répondu, je lui ai dit ce qui s'était passé. Donc il lui apprend qu'il y a eu un accident avec le chien, ce qui prouve bien que lui-même ne reproche pas à Joséphine d'avoir été malveillante, mais bien d'avoir fait une erreur en laissant la porte ouverte, en la reformant pas correctement. Elle m'insultait et rageait sur moi alors que je n'avais rien fait, juste l'encourageait à affronter une simple discussion. Bah, contrairement à Joséphine qui était effectivement dépendante financièrement de Mickaël, Mickaël n'était pas dépendant d'aucune manière vis-à-vis de Joséphine, et il explique même un peu plus tôt qu'il était à deux doigts de la quitter. Donc à ce moment-là, bah, tu te fais insulter et crier dessus dans la rue par ta compagne, tu as la possibilité de la quitter. Là, on n'est pas dans une situation d'emprise de Mickaël par Joséphine. Et quand on essaye de l'aider à affronter une simple critique et à présenter ses excuses, quand elle est indéniablement en tort, voilà sa réaction. Maintenant que le contexte psychologique et relationnel est posé, passons au moment de notre rupture.
Donc voilà, maintenant que j'ai bien essayé de vous faire voir Joséphine comme une personne exécrable, on va pouvoir parler de ce qu'elle me reproche. Alors, tout ça n'a rien à voir avec les faits. C'est-à-dire que la personne peut être... Vous pouvez avoir une personne qui peut être la plus ignoble possible, ça ne vous donne pas le droit, ça ne vous donne pas la légitimité d'insulter, d'agresser cette personne-là. En juillet 2019, moi et mes colocataires lui ont confié la maison et les animaux de compagnie pendant quelques jours après que nous ayons nettoyé la maison. En rentrant, mes colocataires étaient très mécontents de l'état dans lequel ils ont retrouvé la maison. Le lendemain, alors qu'elle était en service civique, mes colocataires m'ont demandé conseil pour savoir comment lui expliquer qu'ils étaient très mécontents de comment elle s'est occupée de la maison, et lui demandaient de faire plus attention sans risquer une crise de sa part, comme la fois où elle avait laissé la porte ouverte. Je leur ai répondu honnêtement que moi-même je ne savais pas faire, je n'arrivais pas à lui faire entendre raison sur des sujets aussi futiles. Pensant l'aider à mieux accepter la situation, j'ai prévenu Joséphine que les colocataires voulaient lui parler par SMS, et donc sur un coup de tête, elle décida de ne pas rentrer et d'aller dormir chez une amie plutôt que d'affronter les critiques de mes colocataires. Après plusieurs jours à refuser de rentrer, je laisse tomber et lui annonce que si elle ne rentre pas, je la quitte, car j'en avais assez d'essayer d'être de son côté dans une situation où elle était puérile, en plus d'être en tort. Je peux vous montrer les SMS de cette discussion, donc je ne peux vous montrer les SMS de cette discussion, donc voici une retranscription. Donc il est en face d'une femme qui est suffisamment mal à l'aise pour ne pas rentrer chez eux. Et il nous parle d'empathie et de compassion un peu plus haut, mais là on n'en voit pas trace. Au lieu d'essayer de comprendre par quoi elle passe et pourquoi elle refuse de revenir, il la menace de la quitter. Il a le droit de la quitter. Et d'après ce que je vois là, une femme qui revient pas pendant plusieurs jours dans l'endroit où elle cohabite avec son compagnon après une dispute comme ça, il a beau dire que c'est lui qui l'a quitté, ça ressemble plutôt à c'est bien elle qui l'a quitté lui. Tout va bien de ton côté, t'inquiète, c'est juste pour savoir quand tu rentres et te prévenir que les autres veulent te parler. Alors, tu sais qu'elle n'est pas rentrée parce qu'elle redoute cette confrontation, et tu lui rappelles que cette confrontation va avoir lieu. Donc bien évidemment, elle répond, bah non, je rentre pas, j'ai pas envie de subir ça. Elle lui explique pourquoi elle ne veut pas subir ça. Elle a géré une semaine de 50 heures. Elle leur a rendu service en gardant leurs animaux. Écoute, je te préviens pour que tu te sentes pas piégé, mais ils ont un souci et qu'ils aimeraient te faire comprendre. Putain, il écrit mal, hein, je suis désolée. Et qu'il faut régler pour que ce soit mieux pour tout le monde. Le but n'est pas de te rabaisser ou quoi, mais de savoir comment régler le souci. Allez tous vous faire foutre. Bon, c'est très clair. Donc il lui dit qu'il l'a bousculée en essayant de pas la bousculer, et que les gens veulent lui parler de la propreté de la maison, et du fait qu'elle commence à s'installer dans le salon, et de son impulsivité, de son refus de voir ses erreurs. Bon bah écoute, au moins c'est réglé, si elle rentre plus, si elle quitte la coloc, y a plus de soucis. Le lendemain, elle m'ordonne directement de lui ramener des affaires et son ordi portable pour qu'elle ait accès à ses mails. Donc elle le quitte, et elle souhaite qu'il lui rende ses affaires. J'étais coincée à Paris à ce moment-là, donc je lui ai dit qu'elle pouvait passer à la maison les prendre, mais elle refusait de peur de croiser les colocs. Ouais, elle a pas envie de se mettre dans une situation en particulier. Donc ensuite, il lui dit qu'elle est lâche, qu'elle aggrave une situation banale, qu'elle déçoit tout le monde, et que du coup la coloc lui est fermée au point qu'il devra ajouter un autre verrou, et qu'il faut qu'elle vienne à la maison. Donc il y a quelque chose qui est contradictoire, c'est-à-dire qu'il lui explique que les colocs ont fait en sorte qu'elle ne puisse pas accéder à l'appartement, puisqu'il parle d'un deuxième verrou. Donc cette information n'a d'importance que si ça lui permet à elle de ne pas accéder à les colocs. Donc les gens ne la veulent pas là-bas, et il lui dit, petite torture psychologique supplémentaire, bah écoute, tu dois passer à la coloc pour récupérer tes affaires. Là, il y a une solution, moi, que je vois très rapidement, très facilement. Tu lui mets tout ça dans un colis, tu lui envoies par Mondial Relais, la poste, par ton moyen de livraison préféré, et tu lui fais payer 5 balles, 10 balles pour les frais d'envoi, quoi. Pourquoi est-ce que tu vas lui péter les couilles à lui dire d'aller passer à la coloc? Si tu veux pas t'emmerder à la voir, et si elle n'a pas la possibilité de passer, enfin, émotionnellement, psychologiquement, elle ne veut pas passer, et ben tu lui envoies par la poste ses affaires, c'est quoi le problème? Là, il continue à l'infantiliser, comme quoi il a bien compris que c'était quasiment une enfant, hein, même si ça l'a pas empêché d'avoir une relation avec, puisqu'il parle de caprice. Donc elle lui explique calmement que c'est du chantage ce qu'il lui fait, ce qui est vrai, et elle lui demande pas de comprendre la situation. C'est-à-dire que elle voit bien qu'il n'est pas en capacité d'être assez empathique pour comprendre qu'elle ne veut pas passer, elle lui dit ok, y a pas de souci avec ça, mais là c'est du chantage ce qu'il lui fait, et elle lui dit qu'il fait une erreur qu'il risque de regretter, c'est-à-dire garder en otage ses affaires. Donc là, il lui remet le nez dans la pisse, tel un chiot qu'on essaye d'éduquer d'une manière violente et contre-productive, puisqu'il lui dit oui, non, mais c'est de ta faute, t'as tort, tu fais une crise pour pas avoir nettoyé une baignoire, on veut s'expliquer. Bah en fait, elle veut pas s'expliquer, donc foutez-lui la paix.
Et là, il lui donne un ordre, tu viens à la maison, fin. Donc il la convoque chez eux. Et ensuite, il nous parle d'un traumatisme, puisque le déménagement de ses affaires fut un traumatisme pour un des colocs. En plus, un des colocs. Quand on a découvert un coin où Jeanne avait laissé un tas d'applicateurs de tampons usagés et leur emballage. Donc, soit tu fais jamais le ménage pour ne pas avoir trouvé la cachette à tampons de ta compagne, soit bah, ça vous a pas vraiment dérangé, il n'y a pas eu surtout des applicateurs de tampons. Pour les personnes qui voient à quoi ça ressemble, il y a 3 gouttes de sang dessus, ok, c'est pas hyper hygiénique. C'est pas. Ça se jette, hein, ça se jette à la poubelle, c'est vraiment pas terrible de ne pas avoir jeté ces choses-là. Enfin, de là à être traumatisé, faut pas déconner non plus, quoi. Surtout, des applicateurs de tampons usagés et leur emballage, ce que j'en comprends, c'est que les applicateurs étaient mis dans un emballage. Bon, ça va. Dans ce contexte, l'idée de m'avoir quitté parce que je l'aurais harcelé sexuellement ne marche pas. Déjà, elle l'a pas accusé de harcèlement sexuel, mais bien d'agression sexuelle. Et ça ne marche pas car nous avons continué à nous envoyer des messages amicaux. Mais alors là, je suis sur le cul que Michael, social justice warrior, pro-féministe, etc., nous dit que une agression sexuelle est impossible si la victime a continué à parler de manière amicale à son agresseur. Ça prend un certain temps de détricoter, de comprendre ce qui s'est passé lors d'une agression sexuelle ou d'un viol. Et bien évidemment que dans la plupart des cas, la victime continue à envoyer des messages cordiaux, voire amicaux, à son agresseur. Et surtout si, et il le dit à la phrase d'après, je lui envoyais des documents dont elle avait besoin, comme son numéro de sécurité sociale. Donc tu nous expliques qu'une femme a besoin d'informations que tu détiens. Notamment, elle en a parlé, sa carte d'identité. Et là, il nous explique qu'il y avait aussi d'autres documents administratifs dont il était en possession. Et tu t'étonnes, et tu nous dis que le fait que vous parliez cordialement prouve que tu n'as pas agressé sexuellement, alors que tu avais des documents dont elle avait besoin. Ah, du coup, elle était bien obligée d'être cordiale avec toi, vu que tu avais des choses dont elle avait besoin pour sa vie. Donc ensuite, il nous dit qu'il parle de films qu'ils allaient voir, de petites blagues sur la Corse, et qu'il likait l'annonce de sa nouvelle vie de couple avec un autre mec pour la féliciter. Bah, ça ne nous donne aucune information sur si tu l'as ou non agressé sexuellement. Hein. Il veut nous donner d'autres messages d'attente d'après la rupture qui prouvent qu'ils sont en bons termes, où elle fait une remarque qui démontre que même après notre rupture, elle ne croyait pas que j'étais un harceleur sexuel. Il n'y a aucun message que tu pourras nous montrer qui prouve qu'après la rupture, elle ne croyait pas que tu étais un agresseur, pas un harceleur sexuel. Mis à part un message qui dirait Michael G ne m'a jamais agressé sexuellement. Et même ça, suivant comment c'est tiré, on peut en douter. Mais là, je me doute que ça ne sera pas de cet acabit-là. Donc après, elle lui dit, il dit qu'elle lui a tiré de l'argent. On s'en fout. Enfin, ça n'a rien à voir dans le sujet, dans la discussion. Même si jamais, une femme, encore une fois, hein, je radote, hein, mais une femme extrêmement jeune par rapport à lui, qui se trouve du coup en difficulté financière, et qui lui tape de l'argent, et qui lui demande d'être son garant pour avoir un studio, sachant qu'il l'a expliqué, elle n'a plus de relation avec ses parents. Donc ça m'étonne pas du tout hein, qu'elle lui demande d'être son garant, qu'elle lui tire un peu de fric. Ok, il est en droit de souhaiter le remboursement de cet argent. Par contre, ça n'a rien à voir avec l'agression sexuelle. Et il dit la phrase d'après, enfin vraiment le mec se tire une balle dans le pied à chaque paragraphe. Je sais pertinemment qu'elle n'a pas un sou. Ah bon, donc du coup, une très jeune femme dans la galère, qui a déjà un pied dans le système prostitutionnel avec les photos de nu, te demande de l'argent, et tu t'étonnes qu'elle te demande de l'argent et qu'elle te rembourse pas tout de suite alors que tu sais qu'elle a pas de thunes, et que tu sais du coup quelle est l'alternative au fait de te taper de l'argent. On en vient à une autre accusation de sa part que j'aurais... Ah oui, donc juste avant, donc deux phrases que j'avais pas lues parce qu'elles n'avaient pas d'importance, mais en fait si. Donc il lui dit qu'il n'a pas gardé les nudes d'elle, et elle répond j'en entendais pas moins de toi. Et je pense que c'est à ça qu'il faisait référence quand il disait qu'il avait un échange de propos qui prouvait qu'elle ne le voyait pas comme un agresseur sexuel, ce que lui a appelé un harceleur sexuel. Joséphine accuse Michael de s'être frotté contre elle pendant qu'elle était nue dans le lit. Et il lui dit un peu plus tard, j'ai pas gardé les photos nues de toi, et elle a dit, bah en fait j'en attendais pas moins. Bah tout simplement parce que le fait qu'une femme décrive une agression sexuelle commise par quelqu'un d'autre ne veut pas dire qu'elle diabolise cette personne et qu'elle considère que c'est l'antéchrist réincarné. Elle a juste décrit ce qui est arrivé une fois. Donc le fait qu'il n'ait pas gardé les photos de nus, elle peut effectivement dire, oui, je te vois comme quelqu'un de suffisamment décent pour pas avoir gardé les photos de nus de ton ex. Ce qui est la base, hein, pareil, vous rompez avec quelqu'un, bah oui, vous ne conservez pas les photos de nus de cette personne, c'est le minimum de la morale, mais ça ne dit en aucun cas qu'elle n'a pas, en tête ou qu'elle ne va pas réaliser un peu plus tard, qui s'est frotté contre elle la nuit en pensant qu'elle dormait. Ça veut juste dire qu'elle le considère comme assez décent pour ne pas conserver les photos de nu, c'est tout ce que ça veut dire. Ensuite, il parle du courrier Gates, donc il ouvrait son courrier et il lui permettait de lui faire des remarques paternalistes sur ce qu'il y trouvait. Donc il remet la fainéantise présumée de Joséphine sur la table en expliquant qu'il recevait toujours le courrier parce qu'elle n'avait pas fait les démarches de changement.
Et elle, ce qu'elle nous explique, c'est que vu que lui avait ses documents administratifs, c'était compliqué de changer l'adresse. Dans tous les cas, tu peux recevoir le courrier de ton ex, soit faire les démarches, je me suis pas penchée sur ce qui était faisable de faire pour la personne qui reçoit, en disant bah, ce courrier, la personne n'habite plus ici, et le renvoyer ailleurs, ou soit bah, conserver le courrier et après t'arranger avec la personne pour la restitution. Il nous reparle encore une fois du henné. Bon, du henné, elle a dû en commander combien? Une fois en 6 mois? Parce que un paquet de henné, ça fait beaucoup d'utilisation. Hein. Même sur des cheveux longs, qu'on se base pas sur ma longueur actuelle. Là, faut pas déconner sur... elle se commandait du henné et je recevais des tombereaux de henné comme ça. Il y avait un camion qui venait déverser sa cargaison de henné dans la maison dans laquelle j'étais en colocation. Non, mais faut pas déconner. Elle a dû s'envoyer un paquet, 2 paquets en 6 mois. Donc ensuite, il parle des huissiers parce qu'elle devait une somme relativement faible à un organisme de musculation et qu'elle avait une amende parce qu'elle a fraudé en métro. Il nous raconte ensuite des anecdotes, mais dont on se bat les couilles sur Basic Fit et sur le métro. Il nous dit qu'un jour, il lui a payé une prune qu'elle s'est pris dans le métro. Super histoire. Alors là, t'as payé 30 balles d'amende à ta meuf quand t'étais avec elle. Bah écoute, on l'a tous fait. Hein. On l'a toutes fait. Je vois pas ce que ça vient foutre dans l'histoire. Donc ensuite, elle lui demande de ne pas ouvrir les courriers. Et il lui dit qu'elle lui a donné l'autorisation, et elle lui dit bah écoute, je me rétracte, ok, bah, je me souviens pas t'avoir donné l'autorisation, peut-être que je l'ai fait, bon, dans tous les cas, l'autorisation n'est plus valable, n'ouvre plus mon courrier. Et du coup, il a peur pour la coloc, mais la coloc ne risque rien en fait. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une fausse excuse, enfin, on voit la ficelle, elle est énorme la ficelle. Le mec dit qu'il s'inquiétait et qu'il allait fouiner dans les comptes de son ex, parce qu'il avait peur que les huissiers viennent dans sa coloc actuelle. Et c'est ridicule, les huissiers ils vont venir, imaginons qu'ils viennent, ma machine elle habite pas là. Et voilà, ils vont pas venir te prendre ton ordi parce que tu es le mec ou l'ex d'une personne qui n'habite pas là. Donc, ils se sont engueulés sur les finances de Joséphine. Donc, on comprend bien que c'est Mickaël qui est en tort là-dedans, qu'il n'a pas à foutre son nez dans ses dépenses à elle. Et elle l'a bloqué. Donc voilà, il l'a tellement emmerdé qu'elle l'a bloqué. Donc ensuite, son ex parle mal de lui. Bon bah ok. Elle a écrit un commentaire qu'elle a regretté. Bah encore une fois, tu sors avec une femme qui a 20 ans. What did you expect? Voilà, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Il y a des conséquences au fait de sortir avec des personnes beaucoup trop jeunes pour nous. Et en l'occurrence, bah, une immaturité qu'on ne peut pas lui reprocher. Donc voilà, elle a écrit un commentaire sur son hygiène, et elle s'est excusée, elle l'a retiré, bon bah voilà. Ensuite, il dit, bah en plus ça va contre son récit d'agression sexuelle, parce que là, dans son message, elle dit que j'étais trop social justice warrior pour elle. Ah ouais, peut-être qu'elle a pas, déjà, soit elle a pas encore pris conscience de ce qui lui est arrivé cette nuit-là, soit elle n'a pas envie de dire, voilà, devant pas mal d'inconnus, qu'elle a été agressée sexuellement. Il dit aussi que c'était une fausse végane, mais juste, mais tais-toi. Enfin, je pense pas, sauf erreur de ma part, hein, je pense pas que MJ soit végane, donc va pas regarder, va pas faire de leçons aux autres, quoi. Nous, les véganes, on se permet de dire quelque chose à quelqu'un qui prétend aimer les animaux, mais qui cautionne le fait qu'ils soient torturés, tués, et qu'ils aillent bouffer leurs cadavres, juste pour un petit plaisir gustatif. Et alors quelqu'un qui n'est pas végane, et qui se permet de pointer les véganes du doigt en disant ah là t'as fait un écart là machin, mais oui mais toi c'est ce que tu fais tous les jours donc juste deviens végane à ce moment-là. S'il l'est pas déjà, ça se trouve il est végane et je dis des conneries mais voilà. Donc ensuite il dit qu'il craint le doxing alors que c'est ce qu'il a fait avec elle. Il dit qu'il a peur, donc c'est un homme qui a peur pour lui-même parce qu'elle connaît son adresse et que voilà elle se venge etc. Mais en fait ce qu'il reproche, ce qu'il prétend craindre de la part de Joséphine, c'est ce qu'il a fait à Joséphine. Sauf que lui il a 8-9 ans de plus quoi. Alors, ensuite, il dit que l'accusation de la part de Joséphine sur le fait que MJ aurait retourné les amis qu'ils avaient en commun sont faux. Ces accusations sont fausses. Qu'elle rigolait et qu'elle avait des sorties avec ces amis-là. Et que c'était lui qui était ostracisé. Là encore, une fois, on a du mal à voir le lien de causalité. Parce que si ton ex a pour conséquence ton ostracisation de tes amis, bah, ça n'empêche pas, et même ça peut être un motif du fait que tu ailles dire de la merde sur son dos à ce groupe d'amis là. Donc c'est pas contre-intuitif les deux ensemble. Donc il explique qu'elle s'est engueulée avec des gens, ça on s'en fout. Il dit que la policière, lorsque Joséphine a porté plainte pour l'agression sexuelle, que la policière l'a rassuré lui en disant que son accusation était trop légère et qu'elle n'avait pas de preuves, et que ce serait classé sans suite. Bah ouais, parce que c'est ce qui se passe dans les cas d'agression sexuelle, t'as aucune preuve, tu peux pas, c'est parole contre parole. Donc mis à part si l'agresseur avoue, tu peux pas faire grand chose. Alors, il dit ensuite que sur les réseaux sociaux, elle l'accuse d'être pédophile pour sortir avec une femme de 21 ans. 21 ans, c'était certainement la fin de leur relation, mais il me semble bien qu'au début, elle avait 19 ans.
qui était majeure et consentante. Et pour illustrer cette diffamation, il met un message de Joséphine qui dirait mon ex, ce pédo. Bon, moi ça m'est arrivé d'utiliser dans le cadre de l'humour, dans le cadre de l'humour, ça m'est arrivé de qualifier une femme qui a l'âge à peu près de MJ, donc une femme de 30 ans, de l'avoir traitée de pédophile parce qu'elle me disait être intéressée par une femme de 19 ans. Bien sûr, je la traitais pas réellement d'agresseur sexuel attiré par les enfants, de criminels qui violent des enfants. J'ai utilisé un mot maladroit, un mot inadapté, pour parler de mon inconfort sur le fait de sortir avec des femmes beaucoup plus jeunes qui ne sont pas dans une situation économique stable. Parce que encore, si on a une personne de 40 ans avec une femme de 40 ans avec une femme de 30 ans, parce que si c'est un homme de 40 ans avec une femme de 30 ans, ma critique va rester, hein, mais une femme de 40 ans avec une femme de 30 ans, et que les deux sont, ont des situations économiques comparables, que les deux sont... qu'il n'y a pas une relation comme ce que décrivait MJ de dépendance de l'une sur l'autre, etc. Bon, là, j'en ai rien à foutre de la différence d'âge. Mais par contre, une femme de 30 ans avec une femme de 19 ans, là, ça va me poser problème parce qu'on va être sur une très jeune adulte, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt, qui n'est pas indépendante financièrement, son cerveau n'a même pas fini de se développer, hein, on rappelle que c'est 25 ans, et donc du coup, elle va être beaucoup plus manipulable, beaucoup plus facilement sous emprise de la personne plus âgée. Donc ça m'est arrivé d'utiliser ce terme pédophile qui n'était pas adapté à la situation, de me faire embrouiller par cette femme-là pour avoir utilisé ce mot-là, et au mieux c'est une maladresse. Bon, parler de diffamation, c'est à partir du moment où elle n'a pas vraiment maintenu que ce mec agressait des enfants, alors que ce n'était pas le cas, et que sur les détails qu'on a pu lui demander, elle a précisé qu'elle parlait de la différence d'âge entre eux-mêmes au moment où elle était une très jeune adulte, et que lui était en fin de vingtaine, début trentaine. Bon là, c'est juste une maladresse au pire. Donc il fait la liste encore une fois de tout ce qu'elle lui reproche, et il dit que tout est faux, et qu'il porte plainte. Ensuite il essaie de se racheter une vertu en allant cracher sur les antiféministes qui pourraient utiliser son histoire à leurs frais. Mais il soutient quand même que Joséphine ment dans l'agression sexuelle qu'elle décrit. Il explique de nouveau qu'il a des preuves contre elle, on ne les a toujours pas vues, hein. On ne sait pas c'est quoi tes preuves contre Jeanne, mis à part essayer, comme tout bon masculin qui se respecte, de faire passer la victime présumée pour une folle, une menteuse, en plus une salope, hein, puisqu'il nous parle de ses envies sexuelles, etc. Donc en fait ce que font tous les mecs qui sont accusés d'agression, là il n'y a rien de nouveau. Et là c'est très étonnant. Personne ne croira qu'un mec comme moi oserait faire une telle chose. Personne ne croira qu'un mec comme moi oserait faire une telle chose. Mais c'est bien ça qui est gravissime. Et il se vante du fait que personne ne croira la victime. Parce que vu qu'il s'est drapé de tant de vertus et qu'il se présente comme prophète, ou en tout cas, qui fait un petit peu sa tunasse sur cette image de prophète, personne ne croira qu'il ait pu agresser une femme. Ah mais si on le croit, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci sur le fait de croire que les pseudo-prophètes sont au même niveau d'ignominie que les mecs de droite. Et là, il explique qu'il a subi des quolibets de la part des mecs de droite qu'elle a utilisés pour diffuser son témoignage, qui le traitent de puceau, de cuck et de soumis. Le fait qu'il y ait un groupe de mascus qui traite un mec de tous les noms parce qu'ils ne sont pas d'accord avec son idéologie n'a pas pour conséquence le fait que le mec ne pourrait pas commettre des actes d'agression sexuelle. On sait pas où il veut en venir, quoi. Après, il dit quelque chose qui est pas totalement con, qui est pas totalement faux. Rajouter à ça l'hypocrisie de ces gens, donc des mecs de droite, qui mettent en doute tous les témoignages d'agression sexuelle, mais quand débarque le cas de la menteuse qui prétend avoir été agressée, ils vont croire aveuglément pour avoir un argument contre un woke. Alors, le truc qui est pas totalement bite dans ce qu'il a raconté, c'est le fait que, effectivement, les mecs de droite vont utiliser, vont porter plus de crédit au témoignage d'une femme qui va leur permettre de taper sur un mec de gauche, parce qu'ils vont instrumentaliser le témoignage de cette femme. Enfin, encore une fois, ça nous dit rien sur la véracité de ce qui est décrit. Ça veut juste nous dire que, des mecs exploitent les femmes comme ils le peuvent, dis donc. C'est étonnant. Et encore, on voit que c'est pas totalement le cas, puisque dans l'affaire Le Bouzeux, au final, les mêmes mecs ont fini par avoir des propos mais ignobles envers la victime à partir du moment où on a appris qu'il y avait son mari dans une caravane d'à côté, etc. Là, ils ont eu des propos ignobles
c'est juste une affaire de cul qui a mal tourné, etc. C'est-à-dire que quand ils peuvent aussi taper sur la victime, t'inquiète qu'ils ils le font tranquillement, hein. Donc le fait que, effectivement, ces mecs-là vont utiliser un témoignage contre un mec de gauche pour se payer le mec de gauche, bah oui, ça c'est une réalité. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas la victime, mais enfin, t'inquiète qu'elle va pas être pour autant épargnée. De la même manière que tout à l'heure je vous parlais de Dworkin et des femmes de droite, livre qui nous apprend que les femmes se conduisent en pick-me pour espérer être protégées par des hommes, mais qu'au final ça porte pas ses fruits, bah là on va être dans le même cas, c'est-à-dire qu'elle a pas eu le choix, elle s'est tournée vers des mecs de droite pour relayer son histoire sur les plateformes comme YouTube ou Twitch, mais enfin, au moment où ils verront un intérêt à la qualifier de relation, d'ado qui a mal tourné, ils le feront, hein. On ne s'est pas parlé depuis 2019, 3 ans, et tout d'un coup, sans provocation, alors que je ne pensais plus à elle, voilà qu'elle porte plainte contre moi. Oui, parce que, et encore une fois, je suis sur le cul à quel point il se tire une balle dans le pied, bah, parce que les victimes mettent un sacré paquet de temps à se rendre compte de ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, tu t'assumes ce que t'as fait en fait. Tu présentes tes excuses à la personne à qui t'as fait du mal, et voilà. Et tu fais en sorte que ça se reproduise plus jamais. Et c'est tout. Et il essaye ensuite de trouver des raisons pour lesquelles son ex aurait porté plainte contre lui par vengeance, parce qu'elle m'en veut de l'avoir quitté, parce que j'ai réussi à être heureux après cette rupture. Voilà, il essaye de trouver d'autres excuses que l'agression sexuelle qui pourraient justifier qu'une femme ait porté plainte contre lui. Voilà, donc ensuite il en remet une couche sur la prétendue misogynie intériorisée de son ex. Bah, le fait que des femmes aient intériorisé la misogynie ne signifie pas qu'elles ne doivent pas dénoncer les agressions qui leur sont arrivées. Une part de moi ne voulait pas balancer tout ça et révéler ses secrets humiliants. Bah, en fait, peut-être que t'aurais dû écouter cette part de toi et ne pas te vautrer comme ça à raconter de la merde sur ton ex. Je ne peux pas laisser Shazy Box s'acharner contre moi et mes amis juste parce que je l'ai bloqué, après avoir compris qu'il faisait semblant d'être mon ami, pour pouvoir gratter des vues sur le drama me concernant, moi et Psyodélique. Donc là, tu nous expliques que si tu jettes une femme sous le bus, en racontant des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle te reproche, à des milliers de personnes, je sais pas combien de personnes ont lu ce Google Doc, c'est pour te venger de Psyodélique et de Shazy Box. Je sais pas comment ça se prononce. Ensuite, il utilise un jeune homme qui a fait une tentative de suicide, donc extrêmement grave. Il instrumentalise ça contre un ennemi politique, en accusant cette personne d'être à l'origine de la tentative de suicide du jeune en question. Donc en fait, il fait exactement ce qu'il leur reproche de faire avec Joséphine. C'est-à-dire qu'il explique que ces mecs-là utilisent Joséphine pour l'atteindre, c'est vrai, mais lui a utilisé un type qui a fait une tentative de suicide pour essayer d'atteindre les mecs de droite, d'extrême droite, avec lesquels il n'est pas d'accord politiquement. Il parle ensuite, il nous détaille un petit peu sa relation avec Psyodélique. Et ensuite, il nous explique qu'il voit la dénonciation de Joséphine comme une tentative d'assassinat cruel et puéril. Il parle de détruire la vie de 3 personnes, on ne sait pas de qui il parle, enfin moi j'ai pas compris de qui il parlait, et ensuite il nous parle d'autres sujets, d'autres personnes qui n'ont rien à voir. Et ensuite il nous dit je me doute de la difficulté de mettre en doute la parole de quelqu'un qui se dit victime d'agression sexuelle, donc je vous propose de mettre en doute pas sa parole mais son honnêteté sur les alliés qu'elle a choisis pour partager son histoire. Le problème c'est que c'est pas ça que tu nous racontes depuis 2 heures. Tu nous racontes pas, tu nous demandes vraiment de mettre en doute sa parole, c'est vraiment ce que tu fais depuis tout à l'heure, et là tu nous expliques que non en fait le seul problème que t'as c'est les alliés qu'elle a choisis. Mais en fait, peut-être qu'elle n'a pas trouvé des féministes, des pro-MeToo, pour propager sa parole. Peut-être qu'elle a été contrainte de s'allier avec des mecs de droite qui, au moins, effectivement, parce qu'ils y trouvent leur compte, mais au moins ont une forte audience et vont relayer sa parole. Et t'as eu la pire réaction possible. Au lieu soit de reconnaître les faits, de présenter ses excuses, et de laisser la femme s'exprimer comme elle l'entend, dans le cas où ce se serait passé, ou dans le cas où ça ne se serait pas passé, juste dire, écoutez, ce qu'elle décrit ne s'est pas passé, et ça en a été là. Il a choisi la pire option possible, c'est-à-dire, bah tiens, je vais essayer d'humilier cette femme, et de raconter des choses qui n'ont rien à voir avec l'agression sexuelle, mais qui vont permettre aux gens de la voir d'une certaine manière. Et là, pour moi, ça va dans le sens de la victime, en fait. Ça va dans le sens de me dire que ce qu'elle raconte, c'est la vérité. Il reparle du fait qu'elle lui a demandé de s'agenouiller, enfin vraiment, ça l'a marqué quoi. Au lieu de la quitter à ce moment-là, parce qu'effectivement c'est humiliant,